Donc, merci beaucoup à Edouard et à Victor. C'est pour moi une grande chance parce que, comme ils l'ont souligné, je n'étais pas venu en tant qu'ingénieur culturel. Je suis venu en tant que volontaire international de la francophonie et je travaille sur un projet environnemental. Et j'ai la chance de pouvoir partager à peu près mon expérience dans le domaine des industries culturelles avec vous. Et il faut souligner que je suis là depuis février et à mon arrivée, je me suis rendu compte que le Pacifique regorge, comment l'expliquer, c'est en quelque sorte un grand panier culturel au sein duquel il y a une grande diversité. Et moi, je viens d'Afrique et je dois dire que chez moi, c'est presque la même expérience, sauf que nous disposons en quelque sorte d'une matière première, inépuisable si je peux le dire, mais nous en faisons mauvaise gestion, soit par ignorance, soit essentiellement par ignorance, je dois dire, ou par philosophie, parce que très souvent nous avons envie de protéger cela et on se pose des questions. Est-ce que cela vaut la peine d'avoir une orientation organisée, une orientation structurée? Ou est-ce qu'il faut rester dans ce format traditionnel que nous avons découvert à ce secteur quand nous avons hérité cela de notre société? Alors, merci beaucoup à Victor David et j'espère que vous allez apprécier ou avoir des éléments de réponse par rapport aux questions que vous posez. Pour moi, ce sera essentiellement une conférence d'échange plutôt. Comme il a souligné, ce n'est pas une conférence scientifique, donc vous n'aurez pas droit à des citations, mais beaucoup plus à des données pour qu'on puisse échanger et réfléchir ensemble sur comment pouvoir participer au développement de ce secteur qui peut être un secteur porteur pour demain. Voilà. Donc voilà un peu le plan. On va faire une mise en contexte, ce que j'ai presque déjà fait. Et ensuite, nous allons voir quelques définitions de certaines expressions clés utilisées dans le secteur pour que nous puissions avoir le même langage tout au long de cette conférence. Et ensuite, je parlerai un peu des différentes filières qui constituent les industries culturelles et créatives. Et je vais m'appesantir davantage sur la chaîne de production culturelle parce qu'elle constitue en quelque sorte le principal problème. La plupart des acteurs, bien qu'ils y soient depuis très longtemps, ignorent le fonctionnement du secteur des industries culturelles et souvent c'est le principal problème. Donc nous allons parler un peu du fonctionnement ou de la chaîne de valeur des industries culturelles. Et puis nous allons revenir sur le rôle des industries culturelles pour le développement socio-économique d'une communauté, d'une province, d'un pays ou d'une région. Et ensuite, nous allons parler également de leur intérêt, de la nécessité d'utiliser les industries culturelles et créatives pour pouvoir valoriser et protéger le patrimoine culturel. Voilà, c'est un peu l'orientation que j'ai donnée à ma conférence. Et après, j'espère que la grosse partie de la conférence viendra durant les débats où nous allons beaucoup échanger. Alors, j'aimerais souligner qu'au fait, cette conférence, je l'ai souhaitée générale, un peu trop généraliste, pour éviter d'être trop spécifique au cas calédonien que j'ignore. Donc, durant les échanges, nous allons beaucoup plus, où je vais essayer d'apporter des éléments de réponse, ou ensemble, nous allons trouver des éléments de réponse par rapport aux cas spécifiques qui vous intéresseraient. Mais là, ce sera beaucoup plus, durant ma présentation, une présentation générale du fonctionnement des industries culturelles et créatives. J'ai évité d'être spécifique sur le cas calédonien parce que je n'étais pas sûr d'avoir les informations ou les éléments essentiels pour pouvoir soutenir mon débat. Donc, du coup, j'attends également de vous des informations pour pouvoir m'enrichir. Voilà. Alors, Nicolas Etienne, au début, j'ai voulu aller dans une introduction directe, mais je me suis dit, il vaut mieux que je présente un peu mon parcours pour que vous sachiez comment est-ce que j'en suis arrivé
aux industries culturelles. Alors, la première chose qui est surprenante, c'est que moi-même, je me suis retrouvé dans les industries, dans le secteur culturel à l'âge de 4 ans, en étant déjà inconscient. Alors, c'était un peu banal parce que j'étais à la maternelle et on avait besoin d'un Père Noël pour les fêtes de fin d'année. On avait besoin d'un volontaire, il n'y en avait pas. Et je me suis porté volontaire. Du coup, j'ai été maquillé et j'étais devenu le Père Noël pour distribuer les cadeaux à mes collègues. Je l'ignorais, mais cela traçait à peu près mon chemin professionnel. Parce que dès que je suis arrivé au primaire, j'ai intégré immédiatement la troupe théâtrale. Donc j'ai fait du théâtre 3 années. Et là, je devenais un peu célèbre parce qu'on a fait une représentation qui est passée à la télé et partout où tu passes, on t'a vu à la télé, c'était génial. Mais pour moi, c'était encore dans l'inconscience parce que je le faisais pour me distraire. Alors j'arrive au collège, je décide de ne plus faire du théâtre et de ne faire que du basketball. Sauf qu'il y avait une représentation théâtrale pour laquelle un acteur n'arrivait pas à intégrer son personnage ou à s'approprier son personnage. Et à 2 semaines de la représentation, il fallait trouver quelqu'un qui soit en mesure de mémoriser toute une pièce de 2 heures en 2 semaines. Et il s'est fait que mon professeur de français m'avait déjà vu il avait suivi ma pièce quand j'étais au primaire. Et du coup, il m'a dit, écoute, on a besoin de toi. J'ai refusé parce que les heures de répétition de théâtre coïncidaient avec les heures d'entraînement de basketball. Et là, j'avais une contrainte, soit je faisais du théâtre, soit j'étais interdit d'accès au terrain. Alors, involontairement, j'ai accepté et je me suis retrouvé à la tête de la troupe théâtrale de mon collège. Donc, j'ai été acteur 3 années durant, jusqu'à la classe de terminale. Et voilà. La suite, c'est qu'à partir de la classe de seconde, comme tout jeune, j'étais frappé par le virus du rap également. Donc, du coup, on avait un petit groupe de rappeurs. Il y a des trucs qui ne nous plaisaient pas et on avait envie de l'exprimer à travers la musique. Et la meilleure musique du moment, c'était le rap. Donc, on a créé un petit groupe et on s'exprimait. J'aimais aussi la poésie, donc j'écrivais et puis je chantais. Comme je ne pouvais pas proclamer la poésie, même en tant qu'acteur, je proclamais la poésie à travers le rap. Voilà. Donc du coup, après le bac, j'ai eu un home studio. Je me suis substitué en ingénieur son, donc je composais de la musique et j'enregistrais des artistes de mon quartier depuis ma chambre, étant étudiant en électronique. Alors j'obtiens un diplôme de technicien supérieur en électronique. Je n'étais pas satisfait parce que je voulais faire la robotique. Et après, j'ai décidé de faire une licence professionnelle en informatique, option génie logiciel. J'ai ma licence, mais je n'étais pas toujours satisfait et j'ai décidé de faire une pause. Et entre la licence et le master, je me mets à développer des projets culturels dans mon quartier, à participer à des résidences de création en cinéma, en musique. Et du coup, en 2010, j'ai décidé d'abandonner la musique pour me consacrer exclusivement au cinéma. Et là, j'ai développé des compétences en audiovisuel. J'ai assisté à des résidences au Burkina Faso lors du FESPACO, le plus grand rendez-vous du continent africain du cinéma. J'ai développé des compétences. J'ai créé une association pour la promotion de l'audiovisuel. Et c'est là que j'ai commencé par me rendre compte qu'il y avait un truc qui me manquait. Et je suis sûr qu'actuellement, certains d'entre vous sont dans cette même situation parce qu'ils se sont retrouvés dans le secteur culturel par passion. Généralement, c'est un secteur dans lequel on se retrouve par passion. Et très vite, on se rend compte qu'au fait, on a besoin de plus de compétences. Et c'est à la recherche de cette compétence que je me suis retrouvé de 2015 en 2017 à l'Université Senghor d'Alexandrie en Égypte, où j'ai fait mon master en ingénierie culturelle, option gestion des industries culturelles. Et du coup, je suis rentré chez moi en mai 2017 et j'ai été recruté par l'Institut français. J'ai officié en tant que responsable du pôle programmation culturelle et communication jusqu'à mon départ pour la Nouvelle-Calédonie en février. Voilà un peu le parcours jusqu'à mon arrivée ici en Nouvelle-Calédonie. Pour dire qu'au fait, j'ai développé une expérience avant même ma formation et que c'est plutôt cette expérience qui m'a poussé à rechercher la formation. Et j'espère que ce que j'ai acquis, je pourrai le partager avec vous. Alors,
quelle est la nécessité de promouvoir les industries culturelles? La culture, déjà, quand on arrive vraiment à diffuser, la culture, ça peut être un vecteur de promotion de la paix, de cohésion sociale déjà. Parce que quand vous arrivez à un festival de musique, par exemple, vous assistez à la représentation musicale d'une autre communauté ou d'une autre société, ça vous permet déjà d'avoir un aperçu de cette société et du coup d'éviter les préjugés. C'est très facile de dire ben, les autres ils sont comme ceci, ils sont comme cela, mais à travers la culture, à travers la diffusion culturelle, on peut mieux connaître une communauté. D'ailleurs, moi je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie sans avoir entendu parler de la Nouvelle-Calédonie avant, et maintenant je peux me permettre de parler de la Nouvelle-Calédonie, ce qui n'était pas le cas avant. Juste parce que j'ai eu l'occasion quand même de découvrir la culture calédonienne. Alors, la culture, une mine inépuisable, oui, effectivement, tout simplement parce que la matière première qui constitue le secteur culturel est une matière qu'on n'extrait pas au sous-sol. Elle vient de la créativité, donc de notre matière grise. Et donc, c'est une source inépuisable. Tant que nous vivons, on peut être toujours créateur. On a vu des artistes jusqu'à leur dernier souffle être toujours artistes. C'est le cas, par exemple, de Papa Wemba qui est mort sur scène en Côte d'Ivoire. Il aurait pu prendre sa retraite, mais il n'y a pas de retraite quand on est artiste ou quand on est créateur. Donc, du coup, c'est un secteur où on ne peut pas dire que la matière première est... On peut être à court d'inspiration, oui, vous allez me le dire, mais on peut être à court d'inspiration pour un moment, sauf que cette inspiration peut revenir. Étant donné que nous vivons dans une communauté donnée, nous allons voir un peu plus tard, un peu plus loin que notre environnement influence beaucoup notre créativité. Cependant, le secteur est très mal organisé, essentiellement, principalement dans les pays du Sud ou des pays en voie de développement. Tout simplement parce que c'est un secteur récent. Victor David même l'a dit tout à l'heure, c'est un secteur récent. Il faut dire que cette réflexion autour de l'organisation du secteur culturel date des années 1980. Donc c'est très très récent, même si, entre autres, il y a certaines filières qui ont commencé depuis très tôt, comme la filière du cinéma et la filière de la télévision et de la radio qui ont commencé depuis les années 1900, disons durant la Deuxième Guerre mondiale. Et un peu la filière du cinéma, c'est dans les années 1905, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Donc, si on arrive vraiment à organiser ce secteur, il peut être une source de richesse pour les communautés. Alors, en termes de définition, il y a plusieurs définitions. Comme je l'ai dit, j'ai évité d'aller dans une présentation scientifique ou théorique avec des citations parce qu'on aura toujours affaire à des écoles qui s'affrontent ou qui s'opposent en quelque sorte. Pas qui s'affrontent, mais des écoles qui s'opposent parce qu'elles ne suivent pas la même théorie. Donc, du coup, je me suis dit, pour éviter tout cela, je vais utiliser les définitions de l'UNESCO, qui est en quelque sorte l'organisation internationale en charge de la culture. Donc, certainement que certains ont déjà eu affaire à d'autres définitions, mais celles que moi j'ai essentiellement utilisées pour cette présentation sont celles de la Convention 2005 de l'UNESCO, voilà, sur la protection des diversités culturelles. Ben, la première fait quand même exception. Alors, le mot culture apparaît pour la première fois en 1871 et il a été utilisé par Edward Taylor dans son ouvrage Primitive Culture pour désigner l'ensemble complexe comprenant les connaissances, les croyances, l'art, la morale, la loi, la coutume, ainsi que toutes les autres capacités et habitudes acquises par l'homme en tant que membre de la société. Et ça me rappelle un peu le cours de philosophie où on dit que c'est notre société qui nous façonne. On dépend, disons, notre culture dépend de la société dans laquelle nous avons grandi, où nous avons évolué. Et aujourd'hui, moi, je peux dire que j'ai une culture du monde parce que c'est difficile pour moi de dire que j'ai une culture togolaise ou une culture spécifique à mon ethnie, tout simplement parce que mon évolution s'est faite dans différentes sociétés. Et du coup, aujourd'hui, j'ai du mal à m'approprier une identité propre à moi
ou propres à ma communauté. Et la petite blague, c'est que chez moi, je suis togolais d'origine, mais chez moi, quand je me présente comme togolais, même des Togolais pensent que je ne suis pas togolais et on m'attribue automatiquement une autre nationalité. Pour eux, par rapport à ma corpulence, je ne suis pas originaire du Togo, peut-être nationalisé togolais. Donc voilà un peu les difficultés culturelles auxquelles nous pouvons également faire face. Donc pour revenir, la culture, c'est ce qui nous façonne, c'est ce qui nous identifie. Et aujourd'hui, la lutte de la plupart des communautés, c'est de pouvoir promouvoir cette culture parce qu'on s'est rendu compte avec l'évolution du temps qu'il y a certaines cultures qui dominent d'autres. Et donc, pour la plupart, ils sont dans une dynamique de protection de la culture, de leur culture. Sauf que ce mot protection, très souvent, les sens qui lui sont attribués varient. Pour certains, protéger veut dire ne pas permettre à l'étranger d'avoir accès à notre culture. Et par contre, pour d'autres, protéger, c'est permettre à l'autre de savoir que cette culture vient de chez moi. Et donc, s'il le sait, il ne peut pas se l'approprier. Voilà. Donc, en termes de protection, tout dépend du sens que chacun lui donne. Moi, j'ai mon opinion personnelle et j'espère pouvoir l'afficher à la fin de cette présentation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, au sein d'une société, ces différentes valeurs culturelles sont transmises sous différentes formes que nous pouvons qualifier de formes d'expression culturelle. Donc, il y a des sociétés à tradition orale qui transmettent leurs valeurs culturelles de manière orale, de manière corporelle. De manière orale, on peut citer les chants, les contes. De manière corporelle, il y a également la danse, ou de manière sous forme d'objets. Là, on peut citer les peintures, les sculptures. L'art culinaire également est une forme d'expression culturelle puisqu'elle permet d'identifier une société d'une autre. Il y a la mode, nous allons voir tout cela un peu plus loin. Alors, de la culture, on a la diversité culturelle. La diversité culturelle renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures, des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Donc, ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux. Alors ça, c'est clair, parce que la forme d'expression culturelle ou les formes d'expression culturelle de chez moi ou la façon dont moi, ma société ou ma communauté exprime sa culture, ce n'est pas de la même manière qu'elle est exprimée par exemple en France ou aux États-Unis ou en Nouvelle-Calédonie. Alors, est-ce que cela fait d'une forme d'expression ou d'une culture supérieure à une autre? Est-ce que parce que j'utilise une autre forme qui est différente de celle d'une autre communauté, que du coup la mienne est supérieure ou inférieure à la valeur culturelle de l'autre communauté? Voilà, ce sont des questions auxquelles on va essayer d'apporter des réponses. Dans le secteur culturel, on parle de contenu culturel. Le contenu culturel diffère un peu du support culturel. Le contenu, c'est en quelque sorte l'information que nous véhiculons. Alors, quand vous allez acheter un CD aujourd'hui, ce que vous achetez, c'est le contenu, mais transposé sur un support ou transcrit sur un support. Et ça, c'est l'une des caractéristiques des biens ou services culturels parce que très souvent, nous achetons quelque chose que nous ne pouvons pas toucher. Quand vous écoutez un conteur conter, est-ce que vous pouvez toucher son conte? Non. Quand vous voyez un danseur danser, vous ne pouvez pas acheter ses pas de danse. Vous ne pouvez pas regarder un danseur danser et puis vous mettre automatiquement à danser. Même si vous arrivez à le faire, c'est une autre forme de transmission. Contrairement à une boîte de tomates que vous achetez, vous l'ouvrez, vous savez que c'est une boîte de tomates. À l'intérieur, il y a de la tomate que vous allez utiliser pour votre cuisine. Et si la tomate elle est périmée, vous pouvez distinguer cela à travers le goût. Mais quand on parle de contenu culturel, on a dit tout à l'heure, la culture, c'est ce qui nous permet de nous identifier. Alors, est-ce que la sauce... je vais prendre un exemple précis d'ici, l'igname.
L'igname est un produit commun au Togo et à la Nouvelle-Calédonie. Mais quand on prend l'igname du Togo et l'igname de la Nouvelle-Calédonie, elles portent toutes le même nom, igname, mais les variétés diffèrent. Ça, c'est la première distinction. La deuxième distinction, c'est leur forme. La manière dont on cuisine l'igname en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas de la même manière qu'on cuisine l'igname au Togo. Et si on prend le produit final qui est le mets qui en sort, on saura que c'est deux formes différentes, deux formes d'expression différentes, parce qu'à travers l'art culinaire de la Nouvelle-Calédonie, la femme ou la mère qui cuisine, au fait, transmet une valeur culturelle propre à sa communauté à travers cette manière de cuisiner. Pareil pour le Togo. Donc déjà, ça, ce sont des formes d'expression qui diffèrent d'une communauté à une autre, même si on parle du même support. Alors, les expressions culturelles, donc ce sont des expressions qui résultent de la créativité des individus, des groupes, des sociétés et qui ont un contenu culturel. La créativité, c'est un mot fort au sein du secteur culturel parce que tout dépend finalement de la créativité. Lorsqu'on prend un bien ou un service culturel, il résulte essentiellement de la créativité et cela distingue un créateur d'un autre, même s'ils partent de la même forme, des mêmes formes d'expression. Alors, activités et biens culturels, activités, biens et services culturels renvoient aux activités, biens et services qui, dès lors qu'ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité spécifique, incarnent ou transmettent des expressions culturelles indépendamment de la valeur commerciale. Je crois qu'on va revenir dessus parce que lorsqu'on prend le bien culturel, pour les spécialistes des industries culturelles et créatives, il y a deux formes. Il y a la forme marchande et la forme culturelle, donc, ou sociale, pour éviter de me répéter. Donc, il y a la forme marchande. Un bien culturel peut être commercial, comme il peut avoir pour finalité tout simplement la transmission d'une valeur culturelle propre à une communauté donnée. Donc, dès lors que vous transmettez un message ou que vous transmettez ou que vous êtes dans une dynamique de transmission ou de production d'un bien et que ce bien a cette casquette culturelle, c'est-à-dire ce bien transmet une valeur culturelle, automatiquement ce bien sera qualifié de bien culturel. Donc comme exemple, nous avons les contes. Nous avons les contes, nous avons les danses, nous avons le cinéma. Et comme activité, c'est toutes les activités qui gravitent autour de ces biens culturels. Donc, que vous soyez ingénieur son, que vous soyez réalisateur, que vous soyez promoteur culturel, que vous soyez directeur de centre culturel, vous êtes dans une dynamique où vous gravitez autour des biens culturels. Automatiquement, on qualifiera vos activités d'activités culturelles. Et les services culturels également, les services proposés par les acteurs qui sont dans le secteur culturel. Lorsque vous proposez des festivals, par exemple, vous proposez des représentations théâtrales, vous proposez du cirque. Ce sont des services culturels que vous proposez, au fait, parce que ce n'est pas des biens directement consommables. Et industrie culturelle, le vrai mot. Alors, industrie produisant et distribuant des biens et des services culturels. Alors, nous avons parlé, dans mon titre, je parle plutôt d'industrie culturelle et créative. Il faut dire qu'au début, on parlait exclusivement d'industrie culturelle parce qu'elle respectait une dynamique d'industrialisation. Et il est intéressant ici de préciser que le mot industrie culturelle ou l'expression industrie culturelle et créative, dans notre cas précis, ne fait pas appel à une industrialisation comme celle de l'automobile. Certes, on est parti de cette base pour donner le nom, mais aujourd'hui, quand on parle d'industrie culturelle et créative, on désigne plutôt un secteur d'activité. Et l'expression industrie culturelle a commencé depuis les années 1960
pour aller jusqu'aux années 1990, où la nouvelle expression industrie créative a fait son apparition. Pourquoi est-ce qu'on est passé d'industrie culturelle à industrie culturelle créative? Et pourquoi on est passé d'industrie culturelle et industrie créative à industrie culturelle et créative? Effectivement, des années de 1960, quand on a commencé à s'intéresser, quand les scientifiques ont commencé à s'intéresser au secteur de la culture comme pouvant être un secteur d'activité économique, ils se sont rendus compte que la production était une production de masse. Et dans une dynamique d'industrialisation, il y a d'abord l'organisation, la structuration, et nous allons le détailler un peu plus loin. L'industrialisation fait référence à une chaîne de valeur, à une chaîne de production. Donc on part de quelque chose, d'une matière première de base qu'on transforme pour obtenir un premier produit, et à travers ce premier produit, on fait une duplication pour pouvoir avoir un produit, une grande quantité de ce même produit pour faciliter la distribution sur le marché. Et quand je parle des années 60 aux années 90, on peut se rendre compte que c'était l'année des CD. À partir des années 80, c'était l'année des cassettes VHS. C'était les années où les supports étaient vendus. Je crois que le vinyle aussi fait partie de cette même catégorie. Voilà. Où on pouvait aller s'acheter le même CD au kiosque ou au magasin et pouvoir le consommer chez soi. On pouvait se retrouver à la salle de cinéma également, mais c'était beaucoup plus basé sur la vente ou la reproduction en grande quantité partant d'un support primaire qu'on peut appeler le master en quelque sorte pour ceux qui sont du domaine technique. Donc on produit un master et du coup on fait plusieurs copies de ce master pour pouvoir vendre. Donc on était dans une dynamique d'industrialisation. Mais du coup, au niveau des industries culturelles, il ne faut pas le prendre à son premier sens aujourd'hui quand on parle d'industrie culturelle et créative. Parce qu'aujourd'hui, quand on utilise l'expression culturelle dans le domaine, industrie dans le domaine de la culture, on fait référence à une organisation du travail au fait. Pas forcément à une reproduction de masse, mais on fait référence à une organisation d'un secteur d'activité où on part de quelque chose pour pouvoir obtenir une autre chose à la fin. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines filières culturelles ou certains secteurs culturels qui n'entraient pas dans la première dimension industrielle, comme l'artisanat, parce que l'artisanat, il était difficile de pouvoir reproduire en grande quantité le même support. Il y a l'art culinaire, par exemple, il y a l'architecture, et il y a la mode. Parce que même la mode, on parle d'industrie du luxe, en quelque sorte, et certains bijoux qui n'existaient qu'en un seul exemplaire, en 2 ou en 5 exemplaires, où il était difficile, ou peut-être pour des raisons commerciales, on ne pouvait pas avoir une grande quantité de ce même support. Donc, principalement, le secteur de l'artisanat n'entrait pas dans ce contexte d'industrialisation culturelle. Du coup, ils ont dit, il vaut mieux qu'il existe un autre secteur qu'on appellera industrie créative. Sauf que le mot créative fait référence à la créativité. Et qu'on parle des industries culturelles ou des industries créatives, il s'agit également de la créativité. L'élément de base, c'est la créativité. Et du coup, ils ont dit, finalement, il vaut mieux utiliser une seule expression, industrie culturelle et créative, pour désigner le secteur d'activité qui puisse regrouper carrément tous les secteurs qui ont pour matière première la culture. Voilà comment on est passé des industries culturelles aux industries culturelles et créatives. Et les politiques culturelles et mesures, ça également, d'UNESCO y a réfléchi parce qu'on ne peut pas parler d'organisation d'un secteur s'il n'y a pas de règles qui puissent régir son fonctionnement. Et au sein d'une communauté, au sein d'un pays par exemple, pour pouvoir promouvoir le secteur, il va falloir définir des règles ou des lois qui puissent régir le secteur, sinon chacun irait de
de son côté, finalement, on aurait un secteur qui n'existerait presque pas. Donc les politiques culturelles également existent et font partie, sont des expressions ou un côté très important du fonctionnement des industries culturelles et créatives. Alors, quels sont les domaines essentiellement concernés par le secteur des industries culturelles et créatives? Là également, comme je l'ai dit tout à l'heure, on distingue les industries culturelles, on distingue les industries créatives. Et par rapport à ces deux distinctions, il y a certaines filières qui se retrouvent dans le secteur des industries culturelles et on a d'autres filières qui se retrouvent dans le secteur des industries créatives. Et ça, même les théoriciens ne sont pas unanimes dessus parce que par rapport à cette classification, il y a certains secteurs que pour certains, comme Bernard Miège, devraient se retrouver dans le secteur des industries culturelles. Bref, des secteurs qui puissent se retrouver à cheval entre industrie culturelle et industrie créative. Donc moi, j'ai jugé bon d'utiliser la classification de l'UNESCO pour éviter qu'on se tiraille dessus plus tard. Voilà. Alors, pour l'UNESCO, on peut distinguer le secteur de l'art, de la scène et des festivités. Donc ça englobe les spectacles, les festivals et les musiques. On a le secteur de l'audiovisuel et médias interactifs, le film et la vidéo, la radio, la télévision et les jeux vidéo. Nous avons le secteur du design et du service créatif qui regroupe la mode, la décoration d'intérieur, le paysagisme, l'architecture et la publicité. Nous avons le secteur du livre et de la presse qui regroupe le livre, les journaux et publications périodiques, la physique et numérique, je ne vois pas très bien, la physique et numérique, la bibliothèque et le salon du livre, ou les salons du livre. Nous avons le secteur de l'art visuel et de l'artisanat qui réunit la peinture, la sculpture, la photographie, l'artisanat d'art. Et nous avons le patrimoine culturel et naturel qui réunit les produits dérivés et services de musées, de sites archéologiques et historiques et du paysage culturel. Voilà à peu près les différents secteurs d'activité dans le domaine des industries culturelles et créatives comme définis par l'UNESCO. Maintenant, nous allons passer à l'organisation et au fonctionnement des industries culturelles et créatives. C'est le secteur qui m'intéresse particulièrement en tant que spécialiste des industries culturelles et créatives. Alors, quel est le circuit suivi par un produit culturel? Nous avons d'abord la première étape qui est l'étape de la création. C'est l'étape où, au fait, on retrouve toutes les personnes qui sont à l'origine d'une œuvre culturelle. Et c'est l'étape où on fait appel beaucoup plus à la créativité. Et c'est justement dans cette étape ou dans ce maillon qu'on retrouve ce qu'on peut qualifier d'auteur. Nous allons revenir plus tard là-dessus. Et après cette étape, il y a la deuxième étape qui est l'étape de la production. Et après l'étape de la production, nous avons l'étape de la distribution. Et vous retrouverez dans certains documents que l'étape de distribution peut être elle peut être constituée de 2 autres étapes. Parce que pour certaines chaînes de valeur, vous allez voir 4 étapes, pour d'autres, vous allez voir 5. Donc ne soyez pas surpris, c'est juste une distinction de la phase de distribution où nous avons la distribution et la commercialisation. Alors, la commercialisation, c'est ce qui se retrouve directement la dernière étape avant la consommation, donc les vendeurs. Et la dernière étape, c'est la consommation. Voilà. Maintenant, pour revenir en détail, la création.
Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier maillon de la chaîne de valeur et il regroupe tous les acteurs, créateurs pouvant prétendre aux droits d'auteur. Alors, comme exemple, nous avons les scénaristes. Pour la filière du cinéma, nous avons les scénaristes, les dialoguistes, les réalisateurs, les écrivains pour la filière du livre, les musiciens, compositeurs, les stylistes, etc. Et généralement, ce maillon est source de problèmes entre les acteurs du secteur culturel. Principalement les producteurs et les créateurs qu'on peut qualifier d'auteurs. Très souvent, nous avons des producteurs qui prétendent au statut d'auteur, mais en réalité, est-ce qu'ils en ont le droit? Est-ce qu'un producteur peut prétendre au statut d'auteur d'une œuvre culturelle? En réalité, non. Non, ce n'est pas à l'origine de la création elle-même. Alors, la production, c'est une phase de transformation après la création, c'est la phase où on réfléchit, où on a une idée. On part d'une idée de création. On peut la mettre sous forme écrite, comme le scénario, le support de scénario pour la filière du cinéma. Et de cette forme, on va aller rencontrer un producteur pour lui proposer la transformation de notre idée en un produit culturel. Alors, le producteur, essentiellement, c'est le maillon financier. C'est le maillon financier, donc c'est la phase où on mobilise les ressources nécessaires pour la transformation de l'idée en un produit culturel. Alors, est-ce que le fait d'aller mobiliser les ressources financières attribue automatiquement le statut d'auteur à un producteur? Non. Non. Il ne peut pas prétendre à ce statut d'auteur s'il n'est pas à l'origine de cette première phase de création où il faut une idée d'abord. Donc, à cette première phase où on a l'origine de notre produit culturel. Je prends un exemple simple de l'industrie du cinéma que je maîtrise très bien. Nous avons le scénariste qui écrit son projet de film. Et tant que le projet reste un support papier, il n'est pas encore un film. Mais pour pouvoir transformer cette idée en film, il faut produire. Et du coup, pour produire, il faut trouver quelqu'un, il faut trouver les moyens. Et généralement, les créateurs n'ont pas l'aptitude, ou ce ne sont pas des marketeurs, ce ne sont pas des gens qui ont cette aisance de démarcher leurs produits. Et du coup, ils confient la production de leur film à un producteur. Et le producteur se charge maintenant de mobiliser les ressources nécessaires pour la transformation de cette idée en un produit culturel. Et une fois qu'il a produit, en temps normal, l'étape de la production se limite à la sortie du master, donc du premier produit culturel. Voilà, je saute un peu par moment. Et là, j'ai souligné un caractère, j'ai souligné le fait que c'est un maillon qui est très complexe au fait. Et sa complexité résulte du fait que tout le monde peut devenir créateur. Tout le monde peut devenir créateur en quel sens? Aujourd'hui, on parle de la filière du cinéma et c'est beaucoup plus vérifiable de nos jours avec l'avènement du numérique où il suffit tout simplement de prendre son appareil photo, de prendre son smartphone pour pouvoir réaliser un court-métrage et le mettre en ligne. Alors, partant de la définition que j'ai donnée à la création ou au maillon de la création, une personne qui écrit son œuvre et qui la transforme ou qui réalise cette œuvre peut déjà prétendre au statut de créateur. Mais maintenant, qu'est-ce qui distingue? C'est complexe parce qu'il n'y a aucune règle vraiment qui régisse ce statut de créateur.
On peut devenir créateur sans forcément être allé à l'école. Ça, c'est un exemple précis. On a des créateurs qui n'ont pas forcément suivi des formations. Or, généralement, moi, je suis ingénieur culturel, tout simplement parce que j'ai fait un master en ingénierie culturelle. Je suis juriste parce que j'ai fait un diplôme en droit. Je suis marketeur parce que j'ai fait un diplôme en marketing. Mais pour devenir créateur, il n'y a pas forcément de diplôme. Je sais que vous avez des questions par rapport à ça, nous allons revenir dans le débat. Mais tout le monde peut prétendre à ce statut de créateur. Il suffit tout simplement que la personne ait créé un produit, que le produit soit de qualité ou pas, cette personne est automatiquement créatrice. Maintenant, la qualité distingue les vrais créateurs des est-ce que je dois utiliser le mot vrai créateur? La qualité distingue les meilleurs créateurs des autres, au fait. Voilà, parce qu'il y a les festivals qui permettent de classer les créateurs pour dire que ben, celui-ci c'est le meilleur scénariste. Ou aujourd'hui, on a des écoles de formation où il y en a qui en sortent et parce qu'ils ont le diplôme, ils prétendent être meilleurs que les autres. Mais la complexité s'y retrouve encore une fois parce qu'on peut sortir d'une école de formation et sortir une œuvre médiocre que celui qui n'a pas mis pied dans une école de formation. Voilà, il y a toute cette complexité qui fait que dans le secteur, c'est difficile de définir qui est créateur, qui n'est pas créateur. Aujourd'hui également, nous avons les bureaux de droit d'auteur qui permettent sur le plan national de pouvoir distinguer qui est créateur et qui n'est pas créateur. Mais ça, c'est juste pour pouvoir prétendre au droit d'auteur. En temps normal, aucun pouvoir ne peut retirer le statut de créateur à quelqu'un qui a créé. Une fois qu'il a créé, il est créateur. Mais s'il doit prétendre, ça c'est la réglementation, nous allons y revenir, s'il doit prétendre au droit d'auteur, à un moment donné, il y a des tests qui l'obligent à être identifié, à être répertorié au niveau du bureau de droit d'auteur. Voilà. Mais tant que la personne a créé, elle a le statut de créateur. Donc, elle peut prétendre à son statut d'auteur. Il y en a qui ont créé des œuvres qui n'ont jamais été publiées, qui ont fini dans leur tiroir, mais pour eux, ils sont des créateurs. Sauf que personne ne sait, puisqu'ils n'ont jamais publié. Voilà. Et là, je reviens au statut de producteur, où je disais, ben, c'est en quelque sorte le maillon essentiellement financier, parce que c'est la phase où on mobilise les ressources pour la production ou la transformation de l'idée en produit culturel. Et une fois que le producteur a fait son travail, il se retrouve avec un master. Et le master, c'est en quelque sorte le premier produit transformé. Et là, il collabore avec les distributeurs pour la distribution ou la duplication du produit. Parce que les distributeurs, c'est en quelque sorte les gros commerçants, les grossistes du produit culturel. Et là également, les appellations peuvent différer d'un secteur à un autre. Au niveau de la production cinéma, audiovisuel, musique, on a le mot producteur. Donc il y a le producteur exécutif, le producteur délégué, le producteur, l'assistant de production, le directeur de production. Il y a plein d'appellations par rapport aux filières. Et ça, on va pas entrer dans les détails. Au niveau du livre, c'est essentiellement l'éditeur. Parce qu'une fois que l'écrivain a fini son manuscrit, il va avoir un éditeur. Et donc, c'est l'éditeur qui se charge de la transformation de son manuscrit en livre, au fait. Voilà. Et généralement, c'est l'éditeur qui se charge de la mobilisation financière. On ne va pas également aller dans les détails parce qu'il y a plusieurs critères qui peuvent régir les contrats entre un auteur et un éditeur ou un auteur et un producteur. Et là, j'ai souligné un autre fait. Indépendamment de la filière, on peut distinguer un maillon supplémentaire. Donc ça, c'est le maillon de la prestation technique. Et généralement, au niveau de la filière du cinéma, ce maillon existe.
au niveau de la filière de la musique, ce maillon existe. Alors, comment se fait-il que ce maillon puisse exister alors qu'on a un producteur? Quel est le rôle du producteur? Je disais tout à l'heure que le producteur, lui, son principal rôle, c'est d'aller démarcher et réunir le financement nécessaire pour la transformation de l'œuvre. Il se trouve que généralement, il peut réunir les moyens, mais il n'a pas les moyens techniques pour la transformation de l'œuvre. Et du coup, il sera obligé de faire appel à un prestataire technique. Donc, il ne se retrouve pas forcément dans la chaîne. À titre d'exemple précis, dans le domaine du cinéma, nous avons des structures qui disposent exclusivement que de moyens de production, donc de moyens techniques de production. Caméra, studio d'enregistrement, mais ces moyens, elles les mettent en location à la disposition des producteurs pour la transformation de leurs œuvres. Pourquoi? En termes de stratégie, cela peut revenir des fois moins cher pour un producteur de louer tout simplement un studio que d'avoir son propre studio. Parce qu'avoir son propre studio revient carrément à payer également des taxes, même s'il n'a pas de marché, même s'il n'a pas d'œuvre à transformer. Et du coup, il y a des producteurs qui n'ont que des activités saisonnières. Alors, dès qu'ils trouvent un projet sur lequel ils doivent travailler, ils cherchent un studio avec lequel ils collaborent. Et une fois que le produit ou la maquette est sortie, ben, le contrat est rompu avec le prestataire technique. Du coup, il n'aura pas de charge supplémentaire s'il n'a pas d'activité. Alors que le prestataire technique, lui, il a du matériel. Donc, du coup, s'il ne le loue pas à un producteur, il peut le louer à un autre producteur. Et là, j'ai donné l'exemple également de la musique. On a des producteurs musicaux qui ne disposent pas de leur propre studio d'enregistrement. Alors, ils mobilisent les ressources, mais ils vont louer un studio pour l'enregistrement de leur musique. Et c'est pareil. Sauf que on a aujourd'hui certains qui veulent être autonomes et qui ont assez de moyens également pour cela et qui peuvent intégrer dans leur structure à la fois le maillon de la prestation technique et le maillon de la production. Donc, ils sont producteurs, mais ils disposent de leur propre structure de production. Et ça, c'est une façon de dominer également le marché avec, parce que s'il n'a pas de projet à produire, il peut mettre son studio en location. Bref, ça, c'est en termes de... La décision revient, au fait, à l'entrepreneur s'il veut être exclusivement que producteur ou s'il veut être producteur et prestataire technique. Et nous allons voir plus loin qu'il y a des structures qui sont carrément sur toute la chaîne, sauf la création. Parce que là, comme je l'ai dit encore une fois, c'est un secteur c'est un maillon un peu particulier. Mais on peut retrouver des structures qui se retrouvent de la production jusqu'à la distribution, donc qui contrôlent carrément toute la chaîne. Voilà. Donc la distribution, c'est le maillon qui se charge de la mise... qui se charge de la mise sur le marché du bien culturel, au fait. Donc, c'est également à ce stade qu'a lieu la reproduction quantitative du support. Je le disais tout à l'heure, le producteur se charge essentiellement de la production du master. Une fois que le master est produit, il collabore avec un distributeur qui maîtrise mieux le marché et les réseaux de distribution. Donc, généralement, c'est le distributeur qui sait quelle quantité est-ce qu'il faut produire au début, quelle quantité il faut produire à tel moment, quels sont les marchés qui puissent être intéressés par notre produit et quels sont les marchés qu'il ne faut pas envisager. Donc, cette connaissance du marché lui permet de savoir, de s'occuper essentiellement de la reproduction du master en quantité, au fait. Parce que lorsqu'il y a une demande sur le marché, la demande ne remonte pas au producteur, elle remonte plutôt au distributeur. Et c'est lui qui se charge de faire tout ce travail. Tous ces secteurs ont été modifiés avec l'avènement du numérique, au fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne distingue plus cela. Mais pour revenir un peu à quelques années en arrière, le distributeur, c'est lui qui se charge, par exemple, d'envoyer les bandes de 35 mm de la France aux salles de cinéma africaines, par exemple, ou de la France aux salles de cinéma de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, il a également des charges
C'est un secteur, lui, il n'a pas pour responsabilité tout simplement de dire, ben voilà, j'ai le support, je suis distributeur, donc qui veut que la personne vienne chercher. Généralement, c'est également un secteur organisé parce que la personne doit disposer de la logistique nécessaire pour le défraiement des produits. Et, comme je l'ai dit, c'est comme un grossiste. Un grossiste qui vend dans une ville et qui veut toucher un autre marché, il fait en sorte d'avoir une représentation sur ce marché. Et donc, le fret entre la cellule mère et les autres cellules, c'est au distributeur de s'en occuper. Donc, également, quand on entend souvent le nom distributeur, ça a l'air un peu simple, mais sur le plan organisationnel, disons qu'il se tape une grande partie du travail en termes de diffusion du produit. Il y a des producteurs qui n'ont pas de distributeurs. Voilà pourquoi, généralement, les producteurs cherchent à s'assurer la distribution avant même d'accepter votre produit. Et le créateur peut être amené également à modifier son produit parce qu'une fois qu'il a proposé au producteur et que ce dernier est parti à la recherche du marché, les distributeurs lui ont dit ben, ton produit ne pourra pas être diffusé sur le marché. Et pour revenir au statut d'auteur, le créateur peut dire non, je ne veux pas modifier mon produit, je préfère le garder tel quel. Et là, le producteur peut dire dans ce cas, je ne produis pas ton produit parce que si je le produis, je ne pourrai pas le vendre ou je ne pourrai pas le diffuser. Alors, de la distribution, on peut avoir, au niveau de la distribution, on peut avoir des sous-maillons. On peut avoir des sous-maillons, puisque c'est, pour la chaîne principale, c'est l'avant-dernière phase avant la consommation. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir le distributeur principal, mais qui collabore, dans le cas particulier du cinéma, qui collabore avec les salles de cinéma, et à la fois qui collabore avec les chaînes de télévision. Donc, de la distribution, au niveau du cinéma, on peut aller au niveau des salles, on peut aller sur des plateformes de diffusion aujourd'hui numériques, ou on peut aller au niveau des salles de cinéma et même aller au niveau des vidéothèques pour la diffusion des supports audiovisuels. Donc, au niveau du livre également, nous avons la librairie. Après l'édition, il y a la librairie, mais la librairie également, on peut consommer directement par rapport au circuit. On peut prendre son livre directement au niveau de la librairie, comme on peut prendre son livre au niveau d'une médiathèque. Donc la librairie aura comme client le consommateur direct, mais également comme client les médiathèques, les établissements, les bibliothèques. Voilà. Donc à partir de ce niveau, on est carrément dans une dynamique de commercialisation où il faut définir des circuits de diffusion. Ben, la consommation, c'est le maillon final de la chaîne où le client ou le consommateur final a accès au support et donc peut l'apprécier. Et l'apprécier ne veut pas dire toujours l'apprécier positivement, parce que l'appréciation peut être négative. Et ça, c'est une autre caractéristique des biens culturels, parce que il vous est certainement déjà arrivé d'écouter à plusieurs reprises une musique. Au début, elle vous déplaisait, et à force de l'écouter, elle va commencer par vous plaire. Ça, c'est une caractéristique particulière aussi des biens culturels qu'on peut qualifier de biens d'expérience. Voilà. Alors, après cette première présentation, la première question qu'on pourrait se poser, c'est où se trouvent les pouvoirs publics? On s'est rendu compte qu'il n'y a pas les pouvoirs publics sur toute la chaîne. Alors, où se trouvent les pouvoirs publics et quels sont leurs rôles? En général, en termes d'organisation du secteur, les pouvoirs publics ne font pas partie de la chaîne directe des industries culturelles. Pourquoi? Parce que quand on dit pouvoir public, c'est comme un gestionnaire d'une entreprise. Sauf que là, c'est un gestionnaire d'une province, d'une collectivité ou d'un pays. Alors, quand on parle de gestion,
on fait référence à un suivi. Et donc les pouvoirs publics ne sont pas censés en temps normal se retrouver dans la chaîne directe. Nous allons détailler cela. Et nous avons également un autre maillon, les organisations professionnelles qui ne sont pas dans la chaîne directe. Et comme organisation professionnelle, ce sont l'association des écrivains de la Nouvelle-Calédonie, l'association des sculpteurs de la Nouvelle-Calédonie, ou le syndicat des directeurs de centres culturels, le syndicat de ainsi de suite. Alors, pour revenir à la question du rôle des pouvoirs publics, on me fait savoir que le temps a avancé. Alors, je vais aller un peu. Voilà, je vais aller un peu plus vite. Donc, je résumerai tout simplement en disant que les pouvoirs publics ont un rôle de régulateur en quelque sorte. Ils ont un rôle de régulateur parce que lorsque les acteurs directs fonctionnent ou travaillent, à un moment donné, ils sont confrontés soit à un autre marché local, soit à un marché international. Ou des fois même, c'est un problème entre les différents maillons. Il arrive qu'il y ait des problèmes entre les créateurs et les producteurs. Il arrive qu'il y ait des problèmes entre les producteurs et les distributeurs. Et au niveau de chaque maillon, on peut avoir des organisations professionnelles. Alors, le rôle de l'État, c'est de réglementer tout cela. Éviter qu'il y ait des problèmes entre ces différents maillons et favoriser ou promouvoir le développement de ce secteur d'activité sur le marché local, national et sur le marché international. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de Chinois dans la salle. L'exemple que je vais donner, c'est la transformation des biens locaux ou la perte des marchés nationaux au détriment des marchés chinois. Là, je donne l'exemple de la Biennale de Dakar où les Chinois sont venus en 2014. Ils sont arrivés en 2014 ou 2015. Ils sont arrivés, ils ont pris un stand, mais ils n'ont pas fait d'exposition. Et sur toute la période de la Biennale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont photographié tous les tableaux. Et 2 ans après, ils ont repris le stand et ils ont exposé des tableaux inspirés de ce qu'ils avaient photographié. Et ça, le rôle, par exemple, des pouvoirs publics, c'est d'interdire la commercialisation ou la diffusion de ces supports étrangers sur le marché local. Parce que du coup, on perd le marché local au détriment d'un marché international. Et les Chinois, quand ils auraient vendu, ce qui est sûr, c'est que la plus-value ne va pas revenir au pays, mais ça va repartir en Chine. Et ça, c'est le rôle des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics également peuvent intervenir pour pouvoir soutenir un secteur parce que c'est un secteur qui démarre. Donc, ils investissent de l'argent pour soutenir le secteur, pour permettre à ce secteur de se développer. Malheureusement, dans le secteur culturel, on s'est rendu compte que, avec le temps, les pouvoirs publics ont contrôlé carrément le secteur. Et sans les pouvoirs publics, le secteur n'existe plus. Du coup, ce sont eux les vrais producteurs, comme j'ai parlé de producteurs, ce sont eux qui investissent. Et les acteurs culturels sont devenus tellement autonomes que finalement, ils ne dépendent que de la subvention. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que le pouvoir public peut décider de ne plus subventionner. Et il en a le droit. Et quand il le décide, ce qui veut dire que sans subvention, vous êtes obligé de fermer votre structure. Bon, on m'a fait signe que le temps avance. On va aller plus vite. Alors, là, j'ai résumé à peu près les différents rôles des pouvoirs publics. Donc, renforcer les capacités, les ressources humaines et la formation, améliorer l'infrastructure de production et développer les investissements, faciliter l'accès au financement, améliorer les cadres réglementaires et juridiques, développer les marchés internes et externes, promouvoir la compétitivité et l'innovation. Donc, voilà un peu le rôle des pouvoirs publics. Et comme je le disais au départ, l'ignorance a fait que chez nous, tout repose carrément sur les pouvoirs publics. Le secteur de la culture, c'est les pouvoirs publics. Sans pouvoir public, pas de secteur de la culture. Et pourtant, les États-Unis ont le marché le plus important du monde en termes d'industrie culturelle ou de production culturelle.
mais n'ont pas de ministère de la Culture. Les États-Unis n'ont pas de ministère de la Culture. Et comme je le disais, les organisations professionnelles maintenant ont pour rôle au fait, parce qu'il arrive que les pouvoirs publics prennent des décisions qui ne correspondent pas à la réalité. Et les organisations professionnelles, étant donné que les pouvoirs publics ne peuvent pas discuter avec une personne individuellement, elle collaborera plutôt avec les organisations professionnelles, donc les représentants de chaque secteur. Et quand il y a un conflit entre un producteur et un réalisateur, par exemple, ce n'est pas le producteur et le réalisateur qu'on va convoquer, mais on va convoquer plutôt leur représentation, donc leur appartenance en termes d'organisation professionnelle. Donc, elles ont pour rôle d'équilibrer à peu près les forces entre le secteur et les pouvoirs publics, mais également de servir de pilier au secteur, au pouvoir public, en termes de fourniture d'informations pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour l'évolution ou le développement du secteur. Alors, les industries culturelles et créatives, vecteurs de développement socio-économique, oui, cela contribue énormément. Si le secteur est bien organisé, il peut contribuer très bien au développement économique en termes de création d'emplois. Là, je souligne tout simplement que sur la production d'un film, d'un long métrage professionnel, on peut avoir jusqu'à 80 métiers. Ça, ce sont les métiers. On peut avoir jusqu'à 80 métiers. Maintenant, en termes de ressources humaines nécessaires pour la production d'une œuvre, imaginez. Quand on prend le spectacle vivant, c'est pareil. On a l'ingénieur lumière, on a l'ingénieur son, on a l'assistant lumière, l'assistant son, on a le metteur en scène. Et quand on prend un groupe musical déjà, vous voyez le nombre de musiciens qui composent déjà le groupe. Donc c'est un secteur qui peut être intéressant si on sait l'organiser, si on arrive vraiment à l'organiser. Il peut être source d'une plus-value importante pour l'économie et le développement social local en termes de création d'emplois, en termes de création de richesses. On a des impacts directs et indirects. Ça, c'est intéressant pour le secteur culturel parce que la culture influence ou elle est transversale à tous les autres secteurs. Lorsque vous travaillez dans une entreprise, par exemple, et que vous vous retrouvez avec des gens qui ne viennent pas de la même société que vous, donc qui ont d'autres cultures, et que vous êtes amené à atteindre les mêmes objectifs, très souvent c'est compliqué parce que vous n'avez pas la même appréhension des choses. Et là, le secteur, la culture peut être un recours pour pouvoir, en quelque sorte, trouver une solution à cela. Voilà. Vous arrivez à l'hôpital, il y a des malades. Aujourd'hui, on utilise la musique pour guérir certains. Parce que leurs problèmes ne sont pas physiologiques, c'est plutôt... ça vient d'ailleurs et on utilise, il y a des médecins qui préconisent aujourd'hui la musique pour pouvoir soigner. Et en termes d'exemple, je connais un avocat qui est bassiste. Et du coup, il a son bureau, il travaille en tant qu'avocat, mais il est également sur les scènes pour les festivals de jazz. Et l'autre exemple, c'est l'ambassadeur des États-Unis au Togo qui joue au violon. Bien qu'il soit diplomate, ça ne l'empêche pas d'être musicien. Et ça, c'est un autre avantage. Contrairement, il ne pourrait pas être avocat et être médecin à la fois, ce n'est pas possible. Ben, je ne sais pas s'il y en a. Voilà, donc c'est l'autre avantage du secteur culturel. C'est un secteur qui est transversal sous plusieurs angles, en fait. Donc, cela peut être avantageux. Je voulais vous donner les chiffres, mais je sais que si vous allez sur Internet, vous aurez énormément de chiffres. Donc, le secteur de la culture représente 3,4% du PIB mondial. Ça, c'était en 2007. Et pour les économistes, ils savent que ce n'est pas rien. Et en Afrique, essentiellement, en Afrique du Sud, la filière du cinéma emploie 30 000 personnes. Au Mali, 3 900 personnes. Et dans l'édition, on a 6 000. Donc, juste pour dire que c'est un secteur qui peut également apporter une solution au problème de chômage.
si on en fait la promotion. Alors, en 2017, à l'occasion de la fête des industries culturelles et créatives, il y a BPI France, le lab, qui présenta une étude faite sur 10 filières des industries culturelles. Là, vous allez remarquer également que les filières diffèrent d'un acteur à un autre. Et les 10 secteurs, c'est les médias imprimés, la mode, le luxe, la beauté, le patrimoine, la publicité, le spectacle vivant, la médiation, les médias audiovisuels, la gastronomie, l'art visuel, l'art de vivre et l'architecture. Il y en a qui ne considèrent pas encore la gastronomie comme un secteur culturel. Donc, pour leur estimation, ils ne considèrent pas cela. Pour d'autres, oui, parce que ça porte une identité selon la définition de l'UNESCO. Et c'est la fin là qui m'intéresse. La culture contribue 7 fois plus au PIB français que l'industrie automobile. Donc, c'est un secteur qu'on néglige, mais qui a sa plus-value. Alors, en termes de développement local, je vous ai présenté cet exemple du musée Guggenheim de Bilbao. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent déjà l'histoire de ce musée. Voilà. Donc, Bilbao était une importante ville portuaire, donc, qui avait sa richesse, qui reposait essentiellement sur la pêche et les activités maritimes. Sauf qu'après, il y a eu d'autres ports qui étaient plus importants, et du coup, l'activité portuaire a finalement disparu à Bilbao. Et du coup, il y a la ville qui devenait vide parce que les gens immigraient vers d'autres grandes villes. Et il y a le maire de l'époque qui a réfléchi et qui a dit qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir développer ou redonner son statut, sa notoriété à ma ville. Il a réfléchi et c'est là. Guggenheim, en fait, c'est une fondation. C'est une fondation américaine qui est carrément dans le patrimoine. Donc, ils ont un grand musée aussi à New York. Et du coup, ils cherchaient à avoir un relais en Europe. Et le maire a saisi la chance. C'est vrai que le budget était énorme, mais c'était un visionnaire, si on peut le dire. Il a sacrifié certains secteurs pour investir carrément dans la construction de ce musée. Et aujourd'hui, le musée a fait qu'il y a une importante activité hôtelière. Vous voyez déjà l'architecture. Ils ont misé essentiellement sur l'architecture parce que c'est de l'art contemporain. Et c'est devenu une ville touristique. Très, très importante. Et voilà. La ville est devenue vivante. Alors, sur le plan, en termes de valorisation et de protection du patrimoine, pour moi, personnellement, je trouve que les industries culturelles, bien que pour certains, leur caractère commercial ne leur permet pas de prétendre à une valorisation de la culture, déjà du simple fait que leur contenu diffuse de la valeur culturelle, et il va sans dire également qu'un créateur tire toujours son inspiration de son environnement le plus proche. Les industries culturelles peuvent être un grand ou un excellent moyen de valorisation des valeurs culturelles locales. Maintenant, est-ce que la diffusion détériore en quelque sorte le bien culturel? Ça, c'est une réflexion. Je crois qu'on va vite aller au débat et on va en revenir. On pourra en discuter. Voilà. Et en conclusion, j'ai préféré donner plutôt une citation d'un ancien ministre de la Culture du Burkina Faso qui disait « La culture est véritablement la filière où les pays du Sud peuvent développer une vision stratégique pour l'avenir à condition de créer l'environnement indispensable. » Voilà, j'ai sauté quelques étapes, mais bon, j'espère qu'on va revenir dans le débat. Merci. Je ne vais pas passer mon temps à parler, donc je vous laisse la parole à vous, puisque vous êtes là pour ça, pour échanger entre vous, avec Nicolas Etienne, sur différents aspects
qu'il a pu soulever ou pas, ou qu'il n'a pas eu le temps de soulever, puisque en tant que producteur avisé du temps, j'ai veillé à ce qu'il s'en tienne au temps imparti. Il a même dépassé de 25 minutes. Énorme. Merci. Alors, présentez-vous et puis vous posez des questions, vous intervenez, faites part de vos remarques. Il faut être créatif, hein, sinon... Allez-y. Bon, ben, je vais me lancer, puisque c'est toujours comme ça que ça se passe dans ces cas-là. Une première question, mais en fait, c'est un peu... tu as dit tout à l'heure que n'importe qui pouvait être créateur, et effectivement que c'était un des aspects complexes de cette industrie de la création, enfin, la création et culturelle et créative. Et tu as parlé qu'on peut être créateur avec son smartphone, faire un petit film et le diffuser sur YouTube. Et lorsque par exemple, tu vas à un spectacle de rue, que tu filmes et que tu mets sur YouTube, qui est le créateur? Est-ce que c'est ceux qui font le spectacle de rue ou toi? Alors là, il faut distinguer le support. Alors, ce que tu mets sur YouTube, c'est un support audiovisuel. Et du coup, le créateur, c'est celui qui a réalisé le support audiovisuel. Parce que c'est lui qui a eu l'idée de faire cette capture. Et automatiquement, c'est lui qui est le créateur du support audiovisuel. Mais par contre, quand tu prends le spectacle en lui-même, il y a une autre phase. Donc là, pour le spectacle en lui-même, il y a d'autres créateurs. Mais pour le support audiovisuel mis sur YouTube, le créateur, c'est celui qui a réalisé la vidéo et qui l'a mise en ligne. Voilà. Je pose cette question parce que vous pensez bien qu'elle est bien vicieuse, parce que c'est exactement la situation qu'on rencontre avec les savoirs traditionnels, y compris liés aux plantes médicinales, etc. Est-ce que c'est le chercheur de l'IRD biopirate en son âme qui, effectivement, parce qu'il publie un article scientifique, parce qu'il va contribuer à déposer un brevet, qui est le créateur, et donc qui peut prétendre à ce droit d'auteur, parce que c'est lui qui finalement a identifié la molécule, a fait les process scientifiques, on va dire, ou alors les personnes, les communautés qu'il a fréquentées, qui lui ont donné un certain nombre d'informations de base, etc. Et ça, on retrouve finalement là, la même complexité que cet exemple de spectacle de rue qu'on peut filmer. Et finalement, le bénéficiaire sur YouTube, ça va être celui qui effectivement a filmé, mais la troupe de spectacle ne va rien toucher du tout. Et donc, on est face à des problèmes d'éthique, de justice en matière de culture. Donc, comment faire? Alors là, je vais utiliser un exemple précis de la production d'une œuvre cinématographique. Alors, tout à l'heure, quand je donnais des exemples de personnes qui pouvaient être considérées comme auteurs, j'ai parlé de scénaristes, j'ai parlé de réalisateurs, j'ai parlé de compositeur musical. Et nous pouvons remarquer que sur un seul support cinématographique ou sur un seul film, on peut retrouver ces trois métiers. On a un scénariste, on a un réalisateur et nous avons également de la musique. Donc on a des compositeurs musicaux dessus. Ce qui veut dire que sur un seul produit, on peut avoir plusieurs auteurs. Ça aussi, il faut le souligner. Sur un seul produit, on peut avoir plusieurs auteurs à différents niveaux d'intervention en fait. Parce que le produit est en quelque sorte un élément final de plusieurs éléments. Et les différents éléments qui participent à la production de l'élément final peuvent provenir de différents auteurs, au fait. Voilà. Si je prends l'exemple du livre, votre livre que vous avez publié, c'est une œuvre littéraire. Donc là aussi intervient la classification. C'est une œuvre littéraire. C'est un travail de création littéraire. Donc, pour la filière pour la publication de votre livre, vous êtes considéré comme auteur. Vous êtes considéré comme auteur, sauf que le contenu que vous avez utilisé, il y a également d'autres auteurs qui ont participé. Et si je compare cela à la filière du cinéma, c'est comme le réalisateur. Le réalisateur qui va à la recherche d'un scénariste pour pouvoir réaliser une œuvre. Donc, il oriente en quelque sorte le scénariste par rapport au produit final qu'il veut avoir
il collecte des informations au niveau du scénariste. Donc, vous, dans votre cas, vous collectez des informations au niveau de personnes qui les détiennent. Là, l'autre question, c'est est-ce qu'elles sont vraiment détentrices de cela? Est-ce qu'elles l'ont reçu? Ça, c'est une autre question juridique à poser, au fait. Est-ce qu'elles sont réellement créatrices ou elles sont détentrices plutôt de cette connaissance? Ça, c'est la complexité qui existe dans le secteur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis l'accent dessus, il y a des producteurs qui prétendent au droit d'auteur. Tout simplement parce qu'ils estiment que c'est eux qui ont fait la production de l'œuvre. Mais en réalité, ils n'ont pas fait la production de l'œuvre, ils ont fait la production du support. Oui, ils n'ont pas fait la production de l'œuvre, ils ont fait la production du support. Ce n'est pas eux qui ont produit l'œuvre. Mais étant donné que la raison du plus fort est toujours la meilleure, où l'ignorance également existe, il y a des créateurs qui ignorent, qui peuvent prétendre à tout cela, pardon. Et du coup, les producteurs arrivent à influencer. C'est en ce moment également que les pouvoirs publics peuvent intervenir parce que par rapport à un code ou à un test qui existe, le pouvoir public devient comme le juge entre le producteur et le créateur. Et l'autre cas aussi particulier dans le secteur de la culture, c'est qu'on a des techniciens qui prétendent être auteurs. Le monteur d'un film, par exemple, n'est pas un auteur. Même si pour les spécialistes de l'audiovisuel, on dit que le montage est une autre forme de création. C'est la troisième étape de la création d'une œuvre cinématographique. Le monteur ne peut pas prétendre être un auteur, non. Il ne peut pas prétendre à des droits d'auteur. Il est un prestataire. Tout comme le caméraman ou le preneur de vue. Le caméraman ne peut pas prétendre au droit d'auteur parce que c'est lui qui a réalisé l'image. Il ne peut pas prétendre au droit d'auteur. Si par contre le caméraman se retrouve seul, comme notre frère de Calédonia actuellement, il est seul, il est à la fois à l'image, il est à la fois au son, et c'est lui seul qui décide de ce qu'il va réaliser. Dans ce cas particulier, il a plusieurs casquettes, donc il peut prétendre être auteur de son produit. Mais ça aussi, c'est un autre cas juridique parce que Calédonia va dire, ben, c'est moi qui l'emploie. Et ça, tout dépend des clauses qui existent dans votre contrat. Calédonia va dire, c'est moi qui l'emploie. Mais sous la forme juridique, il peut décider de ne pas transmettre ces images à Calédonia. À ses risques. C'est clair. De la même manière, un peintre, par exemple, peut décider de retirer son tableau du marché. Il en a le droit. Alors, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que l'auteur, au fait, dispose du droit d'auteur. Mais ce droit est composé de deux droits. Il y a le droit patrimonial et le droit moral. Il peut céder le droit patrimonial et c'est tout ce qu'il peut céder. Il ne peut jamais céder le droit patrimonial, le droit moral. Et c'est justement le droit moral qui lui permet de retirer son œuvre du marché. Mais s'il l'a vendue et il souhaite la retirer, il faut qu'il rembourse. Donc il y a toujours des risques, il y a des dispositions juridiques qui permettent également qu'un auteur ne vende pas son œuvre aujourd'hui et que demain qu'il revienne la retirer du marché tout simplement parce qu'il est l'auteur. Mais s'il veut la retirer du marché, il faut qu'il rembourse l'acquéreur. Et l'acquéreur peut décider, je l'avais acheté à tel montant, voilà, aujourd'hui, si ce montant était sur mon compte bancaire, il m'aurait apporté tel intérêt, donc il faut que tu me rembourses. Et s'il le rembourse, oui, il peut retirer, il a le droit. Et c'est son droit moral qui lui permet de le faire. Des questions? Enfin, les affaires reprennent. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Donc, bonjour, Laurent Kazanwardi, donc province Nord, donc il y avait bien les trois provinces aujourd'hui. Ah oui, merci. J'ai bien compris que, selon vous, les pouvoirs publics ne doivent pas avoir le rôle de producteur, mais plutôt de régulateur. Mais pour un pays de 250 000 habitants, il y a un effet de seuil aussi. Donc il faut tenir compte pour qu'une réelle industrie puisse s'autofinancer, enfin, j'ai envie de dire ça comme ça. Et aussi par rapport au contexte aussi, j'ai envie de dire aujourd'hui l'offre culturelle, à part les concerts qui sont payants ou des spectacles, généralement l'offre elle est très attractive, il y a des financements des pouvoirs publics, des collectivités, etc.
Et aujourd'hui, effectivement, le secteur de la culture, d'une manière générale, j'ai envie de dire, est en crise, parce que finalement, il y a des baisses de financement, il y a des contraintes budgétaires. Donc, est-ce que vous avez une proposition, des pistes d'action, justement, pour pouvoir résorber tout ça? C'est une question très généraliste. Voilà, merci. Là, dans ma présentation, j'ai parlé de ce qui doit se faire normalement. Alors, ce n'est pas seulement dans le secteur de la culture où l'État est devenu propriétaire. On a d'autres secteurs où on parle de biens publics. Donc, l'État peut décider parce qu'il n'y a pas d'entrepreneur dans tel secteur ou tel secteur. Là, j'ai présenté toute la chaîne. Alors, pour qu'on parle de l'existence d'une chaîne dans un pays, ou pour qu'on parle de la chaîne du livre en Nouvelle-Calédonie, par exemple, il faudrait que tous ces maillons existent. Et on se rend compte que l'absence d'un maillon, au fait, constitue un handicap au développement de la filière ou d'un secteur spécifiquement au sein d'un pays ou d'une communauté ou d'une collectivité. Alors, du coup, l'État peut décider, pour promouvoir le secteur, par exemple, d'encourager soit l'entrepreneuriat dans ce secteur et influence la création d'entreprises pour combler le maillon, ou peut décider lui-même de mettre en place une structure publique pour combler le maillon. Sauf que la difficulté de cette démarche administrative est que très souvent, on perd la casquette sous laquelle nous intervenons. On intervient en tant que pouvoir public ou on intervient en tant que distributeur public. Ou on intervient en tant que pouvoir public ou on intervient en tant que producteur public. Voilà, c'est là que je parlais d'organisation. On peut avoir une organisation d'une filière qui n'a pas pour objectif de commercialiser, non. On a parlé de la caractéristique des biens culturels, de porter l'identité. Et ça, c'est ce que la France a brandi face aux États-Unis, à l'Organisation mondiale du commerce, où les États-Unis disaient que non, les biens culturels doivent être considérés au même titre que tous les autres biens sur le marché international. Et la France a parlé d'exception culturelle. Alors, le mot exception, aujourd'hui, cette expression n'est plus vraiment utilisée, mais c'est ce qu'ils avaient utilisé pour remporter. Parce qu'ils avaient dit que les biens culturels ne peuvent pas être considérés comme les autres biens, parce qu'ils portent une identité, et pour l'État, c'est un impératif de soutenir ou d'investir dans le secteur, parce que c'est l'identité du pays. Et là, la guerre, elle était administrative, mais en réalité, on venait de sortir de la guerre froide. Et à l'époque, il y avait les films américains. Déjà après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont développé une diplomatie culturelle sans limite. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut me dire aujourd'hui qui n'a pas été influencé par des films américains. Depuis notre jeune âge, même si on a décidé d'arrêter, à un moment donné, nous avons été influencés par les films américains. Et ça, c'est ce que la France a voulu éviter parce qu'elle ne voulait pas... Les États-Unis avaient cette stratégie de vouloir dominer le monde à travers la diplomatie culturelle. Et la diplomatie culturelle pour les États-Unis, c'était la diffusion de leur musique, la diffusion de leur mode, la diffusion de leurs films pour impacter ou influencer les autres cultures. Et la France a dit non, il faut que les biens culturels ne soient pas taxés de la même manière. Parce qu'en France, justement, il y a eu des dispositions qui ont été prises par rapport aux films étrangers, sur lesquels on perçoit, mais pour refinancer la production locale. Et les États-Unis aussi, les producteurs et les réalisateurs américains n'étaient pas du tout contents parce qu'on perçoit sur la billetterie des films américains, mais les Américains ne pouvaient pas prétendre, par exemple, à la subvention du CNC. Voilà. Donc ça, c'est la première question. L'État peut décider, mais il faut que l'État sache sous quelle casquette il intervient. Parce qu'à un moment donné, s'il oublie vite qu'il a également la casquette de régulateur, il entrera en conflit avec ce qu'il est censé protéger. Et ça, ce n'est plus bien. Mais en termes de financement, par contre, moi avec tous les acteurs que j'ai rencontrés ici en Nouvelle-Calédonie ou dans mon pays, la subvention publique, moi, je lui attribue une autre connotation. C'est l'achat d'un bien culturel par le pouvoir public. Ce qui veut dire que
le pouvoir public même devient un client. Et comme il a la responsabilité du bien-être de la population, et que la population n'a pas les moyens d'acquérir un bien culturel pour son épanouissement, le pouvoir public peut prendre la décision d'acheter le bien public pour le mettre à la disposition de ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir l'acquérir. Et ça, c'est le cas, par exemple, du prix unique du livre en France. Donc, l'État peut subventionner. Mais arriver à ce stade où notre entreprise ne dépend que de la subvention, ça devient compliqué. On n'est plus dans une dynamique de développement d'un secteur d'activité économique, on est dans une dynamique de dépendance des pouvoirs publics. Et quand la subvention réduit, automatiquement, vous êtes affecté. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez raison, la Nouvelle-Calédonie, ça ne fait que 300 000 habitants, je crois. Mais quand on parle de marché, si le secteur est bien organisé, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul dans le Pacifique. Et en termes d'organisation également, on peut avoir 2 maillons chez soi et réfléchir à une collaboration bilatérale ou multilatérale pour avoir d'autres maillons dans d'autres pays. Et tout à l'heure, quand je parlais de la distribution, on a des marchés qui ne font pas leurs recettes sur leur propre sol. On a des distributeurs qui ne font pas leurs recettes sur leur propre sol. Donc ça, c'est une réflexion. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut arriver à ce stade où les entrepreneurs culturels, essentiellement, ne réfléchissent plus. La culture, c'est une obligation pour le pouvoir public d'investir. Il faut qu'ils réfléchissent comment est-ce que je pourrais avoir une autonomie financière. Parce que quand tu réfléchis à entreprise culturelle, il faut que tu sois autonome. Et si ton produit culturel intéresse le pouvoir public, là c'est intéressant. Tu considères cela comme une entrée de fonds, mais pas comme une obligation pour le pouvoir public de financer ton entreprise. Alors en termes de sources de financement, il y en a plein. Et il y en a qui sont destinés aux associations, il y en a qui sont destinés au privé, et il y en a qui sont même destinés au public. Voilà. Au niveau de l'UNESCO, nous avons le fonds d'investissement FIGC. Oui, FIGC. Donc c'est un fonds mis en place par l'UNESCO et qui permet de soutenir le secteur culturel. Et aussi bien le privé que le public. Ce qui veut dire que le public peut soumettre un projet qui pourra être bénéficié de ce fonds et le privé aussi peut soumettre un projet. Sauf que eux, dans leur dispositif, pour que le privé ou qu'une association puisse bénéficier de ce fonds, il faut que l'association ait une recommandation du public. Donc ça, c'est une forme de fonctionnement. Et il y a l'Organisation internationale de la francophonie également qui a développé plusieurs programmes d'assistance à la production. Au niveau de la francophonie, c'est spécifique. On a des fonds pour le cinéma, on a des fonds pour les industries culturelles, on a des fonds pour le numérique, c'est spécifique. Et ils ne l'ont plus fait, mais en 2013, l'Organisation internationale de la francophonie avait organisé un forum à Bruxelles où ils recensaient carrément toutes les sources de financement du secteur culturel. Moi, j'ai le catalogue, mais il date de 2013. Après, ils ne l'ont plus fait. On avait toutes les sources de financement du secteur culturel et leur couverture géographique sur le plan international. Il y a Wallonie-Bruxelles. Avec le statut particulier de la Nouvelle-Calédonie, il faudrait réfléchir pour voir exactement à quel fonds vous pouvez prétendre. Sinon, il y a Wallonie-Bruxelles également, la Fondation Wallonie-Bruxelles, qui finance également le secteur culturel. Il y a Africalia, mais eux, c'est carrément en Afrique. C'est également une fondation belge, mais leur financement, c'est beaucoup plus pour l'Afrique. Donc oui, vous pouvez développer des entreprises culturelles. Et pour le pouvoir public, par exemple, c'est de pouvoir dire, OK, nous avons un secteur qui peut être prometteur. Et pourtant, il y a des maillons qui manquent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Pour ce maillon seulement, en mettant en place des dispositifs de motivation ou d'encouragement ou de soutien. Ça, le pouvoir public peut le faire. Mais il ne faut pas que ça soit périn. C'est comme un enfant à qui vous apprenez à marcher et il utilise par exemple la canne et il est toujours avec la canne, il ne s'en débarrasse jamais.
il peut être grand. Le jour où il n'aura pas sa canne, il n'aura pas son équilibre. Si vous ne lui apprenez pas, vous lui tenez toujours la main, il aura toujours besoin de votre main. Il faut que vous lui appreniez à être autonome. Et pour ça, il faut qu'il y ait une professionnalisation des acteurs. Je sais qu'il y a beaucoup de formations qui sont faites en Nouvelle-Calédonie dans le secteur culturel. Mais j'ai l'impression qu'elles sont plus orientées vers le pouvoir public, donc les fonctionnaires, que vers les acteurs, les autres acteurs, si je peux le dire ainsi. Moi, je vois par exemple, à titre d'exemple, et je vais m'arrêter là pour d'autres questions, à titre d'exemple, quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, j'ai circulé et j'ai vu que les jeunes aiment beaucoup la musique. À chaque coin de rue, soit ils jouent la musique très fort, soit ils dansent. Et la dernière fois, je suis sorti sur la plage d'ici et je les ai vus en train de danser. Et là, moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais le Mayotte actuellement s'est affiché sur la scène internationale à travers la danse. Vous n'êtes pas très loin du Mayotte. Alors, qu'est-ce qui empêche que ces jeunes puissent être professionnalisés? Vous savez, c'est plus difficile, par exemple, j'ai donné mon parcours, il est un peu particulier, vous avez suivi, c'est pour ça justement je l'ai donné, parce que j'ai commencé, j'ai l'impression que ça a influencé mon évolution. J'ai fait l'électronique, j'ai fait l'informatique, mais aujourd'hui je suis dans les industries culturelles, et c'est le secteur dans lequel je me sens plus à l'aise, parce que j'ai la passion pour la chose, et c'est plus facile pour moi de comprendre le fonctionnement, de savoir comment est-ce que les choses avancent dans le secteur culturel. L'informatique, je ne dis pas que je n'ai pas de compétences, parce qu'aujourd'hui je l'utilise plutôt comme outil pour le développement des industries culturelles. Cela me permet de comprendre, nous sommes en perpétuelle évolution, cela me permet de comprendre en termes de proposition à un entrepreneur, par exemple, de savoir comment utiliser le numérique pour le développement de son secteur. L'électronique, c'est pareil, quand je me retrouvais à l'Institut français, dès qu'il y a des problèmes techniques, je n'hésite pas à prendre le fer à souder. Parce que j'ai une compétence, même si je ne fonctionne, je ne travaille plus comme électronicien, j'utilise ces compétences. Mais ces enfants qui aiment la danse, est-ce que forcément il faut les envoyer à l'école, à une école où ils s'ennuieraient? Ou est-ce qu'il faut réfléchir des dispositifs de formation et de renforcement de leurs capacités dans un secteur qui les passionne? Ils deviendront des professionnels, mais des professionnels de la danse. Donc, ils pourront faire des propositions et aller sur des marchés internationaux. Et ça, ils seront plus à l'aise. Et je crois qu'ils suivront facilement. Bref, c'est des idées, c'est des réflexions. Je me dis à un moment donné, je ne sais pas ici si c'est le cas, mais chez moi c'est le cas. On a une éducation qui est trop généraliste. Et du coup, on perd nos passions. Ça peut être une forme de structuration ou de développement d'un secteur spécifique. Suivre les jeunes, savoir d'abord ce qui les passionne et leur proposer des formations allant dans ce sens. Rien ne prouve que tous sortiront meilleurs, mais bon, c'est mieux d'avoir 2 sur 5 que d'avoir 0 sur 5, quoi. C'est sûr. Voilà. Une autre question, quelqu'un avait une question par là-bas? Oui. Moi, je m'appelle Ledji Bello. J'arrive du Nord. Et je voulais juste, ce ne serait pas une question, juste apporter un petit témoignage pour aller dans le sens de la réponse de tout à l'heure. Alors, monsieur le directeur, on ne s'est pas encore rencontrés, mais j'étais enseignante au lycée de Pointe-Boute, enseignante d'éducation socio-culturelle. Et mon expérience m'a confortée dans une idée que je me suis forgée très vite en arrivant ici sur le territoire. Ça fait 28 ans, jour pour jour, le 14 août dernier. Et donc, je suis africaine, togolaise. Et par contre, c'est ici, en Calédonie, que j'ai appris ce que c'est que la culture. Chez moi, je la vivais. Et ici, je l'ai exercée sans avoir été à l'école.
Je disais toujours à Nicolas que lui, il a suivi une formation dans le domaine culturel. Moi, je n'ai jamais eu de formation. J'ai été formée sur le tas, ici, par les artistes, parce que j'ai travaillé comme chargée de communication à la DCK. Et j'ai beaucoup reçu. Et je l'ai vécu comme une passion. Et cette passion, je l'ai transmise dans mon enseignement au lycée de Pointe-Boute. Et cet enseignement-là, pour moi, devrait être un levier pour aider les jeunes dans ce pays. Parce que j'ai vécu non seulement comme une passion, mais comme une révélation pour les jeunes d'ici. Là, Nicolas Etienne a donné l'exemple de la danse, de la musique. C'est vrai. Très vite, on s'aperçoit que les jeunes ici sont très doués. Ils ont cette passion, ils la vivent et ils la créent, ils la produisent aussi. Mais personnellement, par rapport à ma profession, au travail que j'ai exercé pendant 22 ans au lycée de Pointe-Boute, j'ai établi la conviction dans mon fort intérieur, mais à travers aussi des réalisations des élèves, qu'ils sont dans cette... quel que soit le domaine, quelle que soit l'expression culturelle dans laquelle ils s'expriment, ils sont doués. Et j'ai l'impression, je ne sais pas, que la culture, ici, sur ce territoire, devrait être le deuxième nickel du pays. Et vos jeunes sont extrêmement doués, passionnés, sérieux. Ils sont méconnaissables. Ils sont méconnaissables dans leur comportement, dans leur fonctionnement et dans leur production. Et donc, moi, je plaide pour que cet enseignement-là de l'éducation socio-culturelle soit mis à la disposition de tous les jeunes du pays, de la maternelle à l'université, mais aussi que l'on, effectivement, se penche sur ce qui permet aux jeunes de se motiver et d'aller jusqu'au bout. Parce que les enseignants ne les reconnaissent pas à travers leur production. Ils disent, mais ce jeune, je n'ai jamais pu lui mettre 5, 4, parce qu'il est nul. Il est nul partout. Et puis on voit leurs œuvres, leurs productions exposées, et on ne se rend pas compte. Et donc je suis en peine par rapport à ceux qui s'ennuient dans les autres disciplines. On a l'impression que ils ne peuvent rien faire, mais effectivement, si on se penche sur eux, on essaye de leur donner les moyens, les outils de s'exprimer ailleurs que dans les études théoriques. Je pense qu'on fera vraiment on aura de bons résultats. Je vous remercie. Quelqu'un d'autre? On a encore un petit quart d'heure. Alors, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle des bourses d'excellence. C'est vrai que c'est le côté sportif qui est plus en vogue, mais dans le secteur culturel aussi, ça existe, où on reçoit des bourses, juste parce qu'on ne peut pas suivre le même cursus que les autres. On reçoit des bourses pour aller étudier dans des écoles spécialisées. Et généralement, même, c'est devenu une compétition entre les établissements où certains reçoivent la bourse pour venir dans l'établissement juste pour leurs prestations ou leurs compétences. Parce qu'ils permettent de valoriser, de rehausser l'image de leur établissement à l'extérieur. Alors, des fois, moi, je pars des exemples, de petits exemples pour comparer aux gros exemples. Moi, j'ai toujours comparé un État, un gouvernement à une entreprise. À une entreprise, pas le côté recette, non, au fonctionnement d'une entreprise. Le chef de l'État, c'est lui le PDG, les ministres, ce sont ses directeurs, et ainsi de suite. Alors, du coup, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous sommes tous censés aller atteindre les mêmes objectifs.
Et de la même manière où on réfléchirait le développement d'une entreprise, on peut réfléchir ainsi le développement d'une collectivité, d'une province ou d'un pays. On ne peut pas venir dans son entreprise sans stratégie. On ne peut pas démarrer une nouvelle année sans stratégie. Et avant de mettre en place une stratégie, c'est qu'on aura évalué à peu près les forces et les faiblesses de notre entreprise. C'est pareil. C'est pareil pour tous les secteurs ou pour les pouvoirs publics. Donc, il faut qu'on arrive vraiment... Des fois, on perd des talents. Moi, je savais dessiner, mais aujourd'hui, j'ai la paresse de dessiner. Quand j'avais 9 ans, il suffisait juste que je vous regarde, je pouvais vous reproduire intégralement sur un papier. J'étais inconscient, totalement inconscient. Mais aujourd'hui, j'ai la paresse de le faire. Et à l'époque, je le faisais avec les couleurs. Regardez comment ça s'est dégradé. À l'époque, je le faisais très bien avec les couleurs. Petit à petit, je ne me sentais plus à l'aise avec les couleurs. Donc, j'allais juste en une seule couleur, donc avec un crayon ou un stylo. Et finalement, rien. Et ça, je ne pense pas pouvoir le faire. J'expliquais également à une jeune danseuse du Rex qui fait partie d'un groupe. J'ai discuté avec elle. Et la difficulté qu'elle m'a soulevée, c'est nous dansons, on s'entraîne chaque fois, mais on n'a pas l'occasion d'aller sur des scènes. J'ai dit, mais qui est votre agent? Ils n'ont pas d'agent. Le seul agent, c'est Manuel. C'est Manuel qui leur permet, qui leur offre déjà le cadre. J'ai dit, mais c'est comme une équipe de football. Si vous n'êtes pas en compétition, si vous ne voyez pas ce que les autres font, si vous ne les côtoyez pas, ce serait difficile de vous évaluer. Vous aurez l'impression que vous êtes les meilleurs. Et si localement vous êtes meilleur, ce qui veut dire que vous ne pourrez jamais aller sur le marché international. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des résidences artistiques, des échanges d'artistes et autres. Mais ils ne savent pas. Et l'organisation du secteur consiste justement à mettre à leur disposition toutes ces informations. Ils savent que si nous allons au niveau de la direction de la culture, nous aurons ces informations. Et donc, ils vont collaborer avec la direction de la culture qui va aller... Et ça aussi, ça va motiver la direction à aller rechercher l'information parce que chaque fois, il y a des jeunes qui viennent rechercher l'information. Et vous voyez, ça devient un cycle. Mais si le pouvoir public ne se rend pas compte de l'intérêt du secteur, parce que là, j'avais l'impression qu'on a accusé les pouvoirs publics, je reviens maintenant vers les acteurs eux-mêmes, parce qu'il faut qu'ils s'organisent. Si les acteurs eux-mêmes ne font pas d'efforts, on ne sent pas un investissement personnel dans le secteur, ou des fois vous faites un effort, mais le pouvoir public n'est pas au courant, ils ignorent tout ça. Donc, il faut mettre en place des dispositifs qui puissent permettre la circulation d'informations entre le privé, le public, entre les acteurs eux-mêmes d'abord, pour qu'ils sachent quelles sont les opportunités dont ils disposent. Généralement, ils vont en Australie, mais l'Australie, ce n'est pas la seule scène de création artistique. Il y a plein de centres de création artistique. Il y a même des bourses de 3 mois qui sont offertes par des associations, des fondations, pour des renforcements de capacité des jeunes artistes. Tout ça, c'est ce que moi j'ai compris. Une fois qu'on a rencontré l'autre, ça nous permet de nous remettre en cause. Et ça nous permet d'avoir un repère également d'auto-évaluation. C'est très facile de rester chez soi et de dire je suis le meilleur. Ah oui, ça c'est très facile. Mais il faut rencontrer les autres, pas avec un esprit compétitif, mais avec un esprit de curiosité, voir ce qui se fait ailleurs. Et tout à l'heure, je parlais de valorisation des expressions culturelles. Personne, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ne réussira à me convaincre que la culture qu'il a aujourd'hui est la culture que sa communauté a eue depuis sa naissance. Je parle bien depuis sa naissance. Les cultures évoluent. Et des fois, nous sommes dans une dynamique de protection où nous avons peur de diffuser, nous avons peur d'aller à la rencontre de l'autre, que finalement, on retrouve dans la communauté 2 personnes capables de parler la langue. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils ne vont pas rester à la traîne. Ils vont évoluer, ils vont suivre la tendance. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut évoluer avec. Il faut s'adapter, trouver les moyens d'intéresser ces jeunes. Je suis allé au musée de la Nouvelle-Calédonie.
Il dit, mais c'est génial ce musée, mais il y a combien de visiteurs par jour? Il y a combien de visiteurs par semaine? Il y a combien de visiteurs par mois? Des fois aussi, c'est parce qu'on se pose les mauvaises questions. Un musée, ce n'est pas un magasin. Oui, un magasin, on peut aller déposer les choses. Mais un musée, c'est pour la valorisation. Le magasin, ben, on va au magasin quand on en a besoin. Et si on n'en a pas besoin, on n'y va pas. Et ça m'a rappelé un exercice qu'on nous a soumis. Comment voyez-vous les musées en 2050? En tout cas, s'ils sont comme ils sont aujourd'hui, je crois que personne n'ira au musée. Et continuer d'investir dans les musées sans avoir la possibilité d'atteindre ces objectifs. Les objectifs ne sont pas forcément financiers. Si pour le pouvoir public, l'investissement dans un musée est de valoriser une valeur, là je me répète. Une expression culturelle. Ouais, de valoriser une forme culturelle, ben, si le public, avant, pouvait aller au musée et qu'aujourd'hui le public a son intérêt ailleurs, il faut trouver un moyen de ramener le musée vers le public et non d'attendre toujours que le public revienne au musée. Et je vais être précis, hein, je parle du numérique par exemple. Et aujourd'hui, les musées en France, ben, tous sont passés au numérique. Déjà, quand tu arrives au musée, tu ne perds plus le temps. Sur un écran, tu peux choisir déjà ton circuit. Ça, c'est un. Mais ça, c'est la première étape. Il faut d'abord arriver au musée. Maintenant, comment intéresser les gens? Et je ne m'inscris pas encore dans une dynamique scientifique parce que certains diront non, c'est dégrader le musée, faire des fresques sur le musée et autres, c'est dégrader. Mais entre faire des fresques et garder l'identité d'un patrimoine et attirer toujours l'attention du public sur ce patrimoine et le laisser tel quel, qu'il continue de bouffer, excusez-moi l'expression, de bouffer, parce que ça c'est vraiment bouffer, de bouffer le budget, un budget qui ne cesse pas d'évoluer parce que pour l'entretien, ben, ça augmentera toujours, mais sans recette, et qu'il n'y a personne qui y va, finalement vous ne transmettez rien. Parce que si personne n'y va, vous entretenez, mais vous ne transmettez rien. Alors moi je préférerais peut-être trouver un moyen de transcrire ce musée ou ce patrimoine en un support de réalité virtuelle pour pouvoir le déplacer vers les établissements. Et je le déplace aux établissements, les enfants seront curieux, ils voudront voir le réel. Et du virtuel, ils chercheront à découvrir le réel, donc ils vont revenir au réel. Mais même s'ils ne reviennent pas au réel, c'est qu'ils auraient gardé quelque chose. Pourquoi ne pas transcrire? Aujourd'hui, on parle de jeux vidéo, c'est un autre secteur aussi intéressant. Il y a des studios chinois et japonais qui quittent la Chine et le Japon, qui vont aller faire des sous-titrages en France. Alors déjà, le trajet, ça leur coûte. Pourquoi est-ce que dans le Pacifique, on ne peut pas réfléchir à la mise en place d'un studio? C'est le français, hein, ils font le sous-titrage en français. Vous parlez le français ici. Ça va coûter plus cher de le faire ici? Ça, je ne sais pas. C'est des réflexions, en fait. Et comme je l'ai dit, c'est ça l'objectif. Réfléchir et voir la meilleure option possible. Et ça, je finis en citant une dame de Lifou qui me disait, nous, on n'a pas le nickel, on n'a que le tourisme. Nous, on n'a pas le nickel, on n'a que le tourisme. Et j'ai posé la question, le nickel est la seule source? On m'a dit oui. Mais cette source, elle est épuisable. Le nickel ne sera pas éternel. Et quand il n'y aura plus de nickel, et que la population de la Nouvelle-Calédonie sera passée de 300 000 à 1 million, 2 millions. Oula. Parce que ça, on ne peut pas l'empêcher. Hein. Ouais, on ne peut pas l'empêcher. La population, la démographie, elle augmentera toujours. À moins d'imposer une politique nataliste et qu'on dise que ben, vous n'aurez plus d'enfants. Voilà. Sinon, elle évoluera toujours. Et c'est comme ça, il faut réfléchir. Moi, je dirais qu'il ne faut même plus réfléchir à court terme pour les pouvoirs publics, quoi. Il faut réfléchir au moins à moyen et à long terme. Et je crois qu'à long terme, le secteur culturel risque de devenir le principal secteur générateur de ressources pour la Nouvelle-Calédonie.
Donc il vaut mieux déjà bien réfléchir pour mieux structurer le secteur. Une question? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Gogny, direction de la culture du gouvernement. C'est vrai que par rapport à la dernière question que Lydie disait, bonjour Lydie, il y a un bémol institutionnel concernant la compréhension de la culture en Nouvelle-Calédonie. Il y a, de par son statut spécifique de la Nouvelle-Calédonie, sur ses compétences en matière culturelle et patrimoniale, donc vous avez la Nouvelle-Calédonie et les provinces. Donc il y a en matière culturelle, la compétence est provinciale. Sauf que le bémol que j'ai dit, c'est qu'il y a effectivement un manque d'organisation, de structure, pour mettre ensemble cette partie culture, politique, créativité, etc. Et même voir industrie. Et donc aujourd'hui, voilà, je pense qu'on est tous là pour vous écouter, pour trouver des solutions. Et donc, voilà, il me semble qu'on va retourner chacun dans nos institutions, nos collectivités, et puis y réfléchir. Hein. Parce que c'est ça. Je partage également avec vous que la culture est un avenir non seulement spirituel, etc., sociologique, etc., mais aussi économique, dans le court et long terme en Nouvelle-Calédonie. Voilà, merci. Merci. Une ou deux dernières réactions? Bonjour, moi j'ai une réaction et une question. Doriane Pouimenia, je suis au service patrimoine de la direction de la culture province Nord. Ma réaction c'était par rapport justement aux compétences justement. Je pense que les collectivités, on voit les compétences plus comme une contrainte de ne pas travailler ensemble que comme une opportunité justement de travailler ensemble. C'est plus facile de se rejeter la balle les uns sur les autres plutôt que de se dire que ce sont des opportunités. On travaille comment on travaille dans les compétences que l'on a. Et ma question, c'était par rapport à... pas par rapport à vous, mais plus l'IRD, c'est de savoir en fait c'est quoi la finalité de ce séminaire, justement, parce que... et de vous féliciter parce que vous avez quand même réussi à regrouper déjà les 4 collectivités du pays et tous les acteurs, que ce soit dans le domaine de l'enseignement et les acteurs de la culture. Mais c'est quoi la finalité de ce séminaire? Moi, je suis venue aujourd'hui parce que il y a 8 ans de ça, déjà, on a travaillé sur un projet de loi sur la protection des savoirs traditionnels. Et donc, du coup, je pensais qu'il y aurait une solution, justement, que vous allez nous apporter par rapport aux industries culturelles et créatives. Voilà, quelle est la solution pour préserver les savoirs traditionnels et que ça vienne de l'IRD. J'ai trouvé que c'était une belle initiative. Mais voilà, du coup, moi, j'ai pas envie de ressortir frustrée de la salle et de se dire, mais là, il y a des questions. Voilà, qu'est-ce qu'on fait après? Ou qu'est-ce que vous avez prévu l'IRD pour... Déjà